Est-ce que la vie n'est pas trop absurde? Est-ce qu'elle vaut d'être vécue? Une fois qu'on a décidé de la vivre, eh bien, qu'est-ce qui reste? Pour donner du sens à sa vie, à un moment donné, il faut libérer la passion. Il faut se laisser aller à cet état incroyable qui est l'état amoureux. C'est un grand plaisir pour moi que de venir vous parler d'amour et vous parler de science dans ce musée de la vie romantique pour de multiples raisons. Je suis berrichon d'origine et George Sand a vécu ici une bonne partie de son temps, et pas seul, avec Chopin. Je ne suis pas spécialement amateur de musique classique, mais il se trouve que je travaille toujours sur Chopin. Tous les projets que j'écris, toutes les publications que j'écris, c'est toujours sur la musique de Chopin que j'aime particulièrement. Travaillant sur l'amour, je crois qu'il n'y a rien de mieux que ce musée de la vie romantique. Je suis professeur de chimie organique et chimie thérapeutique à la faculté de pharmacie de Strasbourg. En parallèle à l'enseignement à l'université, je mène des recherches sur différentes thématiques, le cancer, l'inflammation, et puis plus récemment sur l'autisme, et puis l'amour. Quels sont les mécanismes moléculaires de l'amour? C'est un projet qui court depuis maintenant une vingtaine d'années. L'origine de ce projet, c'est probablement un chagrin d'amour. J'étais convaincu à l'époque, je le suis peut-être encore aujourd'hui, que finalement le fait de tomber amoureux, c'est une manière consciente ou inconsciente de donner du sens à sa vie. Un soir fait de roses et de bleus mystiques, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot tout chargé d'adieu. Et plus tard, un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Les Grecs déjà distinguaient trois formes d'amour: Eros, Philia et Agapé. Eros, Platon le définit comme l'amour est désir et le désir est manque. Dans ce cas-là, effectivement, tomber amoureux de quelqu'un, c'est essayer de combler un manque que l'on peut avoir en soi, et espérer trouver en lui son complément pour ne former plus qu'un et atteindre une sorte de plénitude, d'extase. Alors, Philia, c'est au contraire, c'est se réjouir de ce qui est, aimer ce qui est et se réjouir de ce qui est. Donc j'ai des enfants, ils sont là, je suis heureux d'en avoir, je les aime, je suis heureux de leur présence. Pareil avec les amis. Autant Eros finira malheureux, puisque une fois que le manque est comblé, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'amour. Alors que Philia, à l'inverse, tant que les objets de son amour sont là, il n'y a pas de raison que Philia meure. Et puis la troisième définition, c'est Agapé. Alors c'est beaucoup plus vague pour moi, c'est l'amour universel de son prochain. L'amour, cette soif qui invente les sources. Voilà, c'est la définition de Jean-Louis Chrétien. Et elle me plaît bien, cette définition. Je pense qu'il y a un continuum entre le corps et l'esprit. Mais clairement, s'il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'esprit, sauf dans l'esprit des autres. C'est assez incroyable, mais nous sommes réellement un amas de molécules qui tiennent ensemble en se frottant les unes aux autres. Mais de temps en temps, deux molécules sont faites pour s'emboîter l'une dans l'autre. Et à partir du moment où deux molécules s'emboîtent l'une dans l'autre, bien là peut apparaître une fonction. Deuxième type de chose, c'est lorsque deux molécules se rencontrent, s'emboîtent, il va y avoir une réaction chimique entre les deux. Il y en a une qui va en ressortir transformée chimiquement. Et l'autre va au contraire être recyclée. C'est le cas des enzymes. Ces enzymes servent à fabriquer toutes les molécules dont nous avons besoin dans notre corps à partir de notre alimentation. Troisième cas de figure, c'est lorsque deux molécules se reconnaissent et se transportent, puis se séparent ailleurs. Par exemple, l'hémoglobine. L'hémoglobine dans vos poumons va se charger d'oxygène, elle va le transporter un peu partout dans vos tissus, et dans vos tissus, ça va se dissocier. Donc là, il y a un transport, et ce transport est nécessaire. Et quatrième fonction qui est souvent ignorée, et que moi j'aime bien, c'est ce que j'appelle l'architecture moléculaire. C'est-à-dire qu'il y a des molécules dont la fonction est juste de créer des édifices. Elles vont s'empiler. Et cet empilement va être crucial pour la vie. Par exemple, il y a des molécules qu'on appelle les phospholipides. C'est celles qu'on pourrait presque trouver d'ailleurs dans les bulles de savon ou autres. Ces molécules ont été sélectionnées par l'évolution de telle manière qu'elles vont se mettre côte à côte pour former une grande membrane, une bicouche. Et cette membrane va se refermer sur elle-même pour former la paroi d'une cellule, un petit peu comme une bulle de savon. Et sans cellule, il n'y a pas de vie. La cellule est absolument nécessaire à la vie. Il faut un dedans et un dehors. Les hormones ou les neurotransmetteurs sont des petites molécules particulières qui servent à transmettre des messages d'un point du corps vers un autre point du corps, le long de neurones par exemple, ou d'un tissu à un autre, ou d'un neurone à un tissu. Le fait de plier un bras, de voir, d'apercevoir la lumière, le fait de tomber amoureux, eh bien ça met en jeu toute une série comme ça d'hormones, de neurotransmetteurs et d'interactions.
Il y a assez longtemps, dans les années 1990, nous avions, avec mes collègues, modélisé les premiers récepteurs couplés aux protéines G. C'est une famille de récepteurs extrêmement importante. Il y en a plus de 800 dans le corps. Et beaucoup de fonctions sont contrôlées par des interactions entre une hormone et ses récepteurs. Vous en connaissez quelques-uns, la dopamine, l'adrénaline, l'acétylcholine. Voilà. Pour la première fois, on est parti de la chaîne, de la connaissance de la séquence de ces protéines, et on a prédit comment elles allaient se replier dans l'espace. Et on a pu proposer à la communauté internationale la première structure tridimensionnelle de ces récepteurs et de leurs hormones. Je suis allé à un congrès à Montréal sur l'ocytocine et la vasopressine, donc j'ai écouté d'une oreille distraite jusqu'à pratiquement la dernière conférence qui a été donnée par Tom Heinzel. Et Tom Heinzel a montré qu'il y avait des petits campagnols, des petites souris qui vivaient dans les prairies aux États-Unis, et dont un zoologue, Lowell Lee Getz, il avait constaté que ces animaux étaient absolument monogames, et que le père et la mère s'occupaient des petits pendant 2 mois, alors que 3 semaines auraient été suffisants. Et ce qui est intéressant, c'est que la même espèce qui vivait dans les montagnes rocheuses, au-dessus, eh bien, c'était l'inverse. Ils étaient absolument polygames. Et chaque fois qu'un mâle croise une femelle, il y avait accouplement. Et puis le mâle se tirait tout de suite, laissant la femelle se débrouiller avec les petits. 2 comportements parentaux radicalement opposés, et puis monogamie, polygamie. Et ce qu'a fait Tom Heinzel, eh bien, il a capturé ces animaux, il a dosé tout ce qu'il a pu doser dans le sang, dans les urines, dans le cerveau. Et la seule différence qu'il a trouvée, c'est des taux d'oxytocine et d'une autre hormone, la vasopressine, qui étaient différents. Élevés chez ceux de la plaine, très bas chez ceux de la montagne. Il a injecté directement dans le cerveau des campagnols de la montagne polygames, l'oxytocine, eh bien ils sont devenus monogames. Et ses parents borderline sont devenus parents modèles. À l'inverse, il a pris les animaux de la prairie, qui avaient des forts taux d'oxytocine, il a bloqué cette hormone, et en la bloquant, les animaux sont devenus polygames et parents limites. Donc c'était une vraie stupéfaction dans la salle de conférence, parce qu'on venait de réaliser qu'avec une molécule, on arrivait à moduler des comportements aussi sophistiqués, même aussi nobles, si on les transpose à l'homme, que l'amour maternel, l'amour paternel, la fidélité dans le couple. Eh bien, on a commencé à explorer d'autres fonctions potentielles de cette molécule que l'on ne soupçonnait pas. On a trouvé effectivement une multitude d'autres fonctions assez fascinantes. Donc déjà, au moment de la naissance, donc c'est nécessaire aux contractions de l'utérus, mais on s'est rendu compte que ça protège l'enfant de la douleur et ça le protège du manque d'oxygène. La femme sait combien il est douloureux d'accoucher, donc imaginez le bébé qui passe dans l'utérus en train de se tétaniser, donc ça va être horriblement douloureux pour lui. Eh bien, ce n'est pas traumatisant grâce à l'oxytocine. Il peut rester 2, 3, 4, 5 minutes privé d'oxygène, l'oxytocine le protège. L'oxytocine est nécessaire à la maturation des neurones. Dès la naissance, eh bien, il va y avoir une inversion du fonctionnement d'un certain nombre de canaux dans le cerveau. Et cette maturation se fait en partie grâce à l'oxytocine. Le bébé aussi arrive dans un monde envahi de microbes, donc lui il est stérile, mais d'un seul coup les microbes vont envahir son intestin. Et on est en train de se rendre compte que l'oxytocine contrôle l'équilibre de son microbiote. Il va se construire son microbiote, qu'il va garder toute sa vie et qui va avoir un impact d'ailleurs sur son comportement. L'oxytocine est là pour le protéger et puis également pour moduler ce microbiote. Et enfin, beaucoup plus important, l'oxytocine est nécessaire pour ce qu'on appelle l'affiliation. Et ça va aider l'enfant à se construire finalement, à faire des essais, des erreurs, à être récompensé, à être puni, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça va lui permettre de s'intégrer dans la vie, dans son groupe social. C'est absolument crucial. On s'est rendu compte que l'oxytocine était là pour générer de la confiance. Elle est là pour créer de l'empathie. Donc ça permet de faciliter la lecture dans le regard de l'autre ou sur le visage de l'autre, de ses émotions, de ses pensées. Ça nous permet de rentrer dans l'esprit de l'autre et de savoir ce qu'il ressent, ce qu'il pense. On s'est rendu compte qu'il y avait des prédispositions génétiques à être généreux. Voilà, on a pu découvrir qu'il y avait certains allèles du gène du récepteur de l'oxytocine qui prédisposaient à cette générosité. Dans l'approche de l'autre, le fait d'être attiré par quelqu'un, il va y avoir ce lien qui va se créer progressivement et qui pourrait être renforcé par le sourire, par le toucher, par le massage. Un des summums, c'est le baiser sur la bouche, le baiser, the French kiss. Au moment du baiser, l'oxytocine grimpe chez les 2 partenaires et crée ce lien extrêmement fort. Il y a une multitude de résultats qui montrent qu'en fait, l'oxytocine vient gommer les saillances. C'est-à-dire qu'en fait, elle est absolument incroyable, elle vient ramener à la normale.
ou à un peu mieux. Ce n'est pas une hormone qui induit des excès, à une exception près qui a été connue, c'est ce qu'on appelle l'esprit de chapelle. Parfois, ça augmente tellement l'esprit d'attachement à son groupe que ça exacerbe l'agressivité vis-à-vis du groupe ennemi. Si on arrive à manipuler le gène, je pense que manipuler le gène de l'oxytocine, là oui. Là, je pense qu'on pourrait réellement, significativement, moduler le comportement d'une masse et d'individus. Donc toute fonction nécessaire à l'espèce, l'oxytocine est là pour y associer du plaisir. La nature a quand même généré de la diversité en jouant avec le promoteur du gène. Il y a des promoteurs plus ou moins courts, plus ou moins longs, avec différents variants. Quel est le rôle de ce promoteur? Eh bien, c'est de contrôler le moment et l'endroit où le récepteur va apparaître. Chez la femme, par exemple, le récepteur n'existe pas dans l'utérus en temps normal. C'est uniquement au moment de l'accouchement que les cellules vont se mettre à exprimer le récepteur qui va apparaître à la surface des tissus, qui va permettre les contractions de l'utérus. Selon les variants, on va avoir, selon les individus, des expressions, des taux d'expression, des endroits d'expression du récepteur qui vont être différents. Et ce qui est assez terrorisant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il peut y avoir des prédispositions génétiques, par exemple, à avoir des relations stables en couple. On connaît des mutants ou des allèles qui vont conduire à des relations très instables dans le couple. On sait qu'il y a des gènes qui vont prédisposer à être généreux ou altruistes. Et puis il y a l'épigénétique. L'histoire, l'environnement passe dessus, évidemment, et peut venir impacter nos gènes, modifier nos comportements, et ça peut même éventuellement être transmis. On ne sait pas ce qui permettra à l'espèce de survivre. Est-ce que c'est la monogamie? Est-ce que c'est la polygamie? Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est l'égocentrisme? Donc la nature fait de multiples expériences, et à la fin, c'est peut-être ça qui va permettre à l'espèce de survivre en fonction des modifications de l'environnement et de l'histoire de l'espèce et de l'humanité. Le challenge pour le pharmacochimiste, parce que c'est ma profession, c'est justement d'imaginer une petite molécule qui irait mimer cette oxytocine pour avoir le même effet. Mais une petite molécule qui serait capable d'être prise par voie orale et puis qui serait capable de passer dans le sang, de passer dans le cerveau, qui serait stable 2, 3, 4, 5, 10 heures, c'est à peu près la fenêtre de tir habituelle, qui ne serait pas toxique, qui irait se fixer sur le récepteur de l'oxytocine et qui soit capable d'induire les mêmes fonctions que l'oxytocine. Cette molécule, eh bien, on l'a testée sur des modèles d'autisme, puisque notre projet Amour était devenu un projet autisme. On a fait une preuve de concept chez l'animal, qu'on peut faire un agoniste de l'oxytocine, on peut mimer l'oxytocine, ça marche chez l'animal. Et il y a encore, bien sûr, un chemin énorme à parcourir. On a fait des outils assez révolutionnaires aussi. On a fait des molécules fluorescentes, très très spécifiques du récepteur, qui ne marquent que le récepteur. C'est-à-dire qu'elles deviennent fluorescentes au moment où elles se fixent sur le récepteur. Elles s'allument dans la nuit et nous permettent de voir le récepteur. Ça marche très bien sur des cellules. Et là, on vient de montrer que ça marche sur des souris, où on arrive à faire de l'imagerie par fluorescence à travers la peau chez les souris. Alors chez le nouveau-né, à travers le crâne, ça reste encore, pour l'instant, pas possible. Le monde rêvé pour les autistes serait diagnostiqué dans les premières semaines, tout de suite traité à l'oxytocine pendant quelques semaines, et je pense que ça suffirait. Je pense qu'on n'aurait même pas besoin de donner de l'oxytocine à vie. Je pense qu'il faudrait aider l'enfant pendant quelques semaines à avoir les codes pour décrypter les émotions autour de lui, et à ce moment-là, après, c'est la mémoire qui va faire le reste. Il aura appris. Dans ce livre, il y a plus de 380 références scientifiques. Je pense qu'il est absolument important, dans une démarche de vulgarisation scientifique, de ne pas perdre de vue les expériences qui sont derrière les assertions et de ne pas leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Chaque fois que l'on va vous dire cette hormone va induire de la confiance ou cette hormone va induire de l'empathie, eh bien, il est important de pouvoir retourner aux expériences scientifiques qui ont réellement été menées pour mettre en avant cette conclusion. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.